Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je souhaite souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qu'il y a eu sur cette chaîne depuis que j'ai sorti ma dernière vidéo, donc celle d'avant celle-ci. Ça va faire maintenant un peu plus de 2 mois que je n'ai pas sorti de nouvelles vidéos. La raison, c'est que tout simplement, j'ai eu divers imprévus dans ma vie, déjà. Et deuxièmement, c'est que je travaille également sur un gros projet qui m'est important. Et sur lequel vous entendrez parler d'ici la fin de l'année, j'espère. Donc voilà, ça me prend beaucoup de temps, je dois travailler profondément là-dessus. Donc voilà. Également, donc, avant de commencer cette vidéo, vous remarquerez peut-être que le son a changé et peut-être de meilleure qualité. La raison, c'est que j'ai acheté donc un nouveau micro qui est là sur le côté. Donc voilà. C'est tout simplement qu'il y avait une personne qui m'avait communiqué le fait que le son pourrait être de meilleure qualité si j'achetais un micro. Donc voilà, c'est fait. J'espère que vous le remarquerez, que ce sera plus agréable à vos oreilles et que le son sera donc meilleur. Donc pour en venir au sujet de cette vidéo, j'ai l'intention donc de faire une série de 3 vidéos qui concernent les 3 sujets que j'avais abordés sur mon site internet, concernant 3 articles. Donc la raison est que je compte probablement fermer donc mon site internet d'ici la fin de l'année, étant donné qu'il me coûte de l'argent et qu'il n'a pas beaucoup d'utilité à mon sens aujourd'hui. Il ne m'a pas apporté grand chose. Voilà. Et donc je compte faire 3 vidéos sur les 3 sujets que j'ai abordés sur ce site internet. Ces vidéos seront donc gratuites pour vous, mais également gratuites pour moi. Sans compter que je préfère également un petit peu le format de vidéo où je peux plus vous parler face à face, si on peut dire. Et où voilà, j'ai plus de liberté pour développer certains sujets, je trouve. C'est plus facile de le faire à l'oral, je veux dire. Et donc les 3 sujets dont il est question, ça va être donc le premier qui est sur la mémoire de l'eau, qui va être la question de cette vidéo aujourd'hui. Le deuxième sujet, ce sera sur la cure antiparasitaire du docteur Clark. Donc voilà, ce sera la prochaine. Et la suivante, ce sera donc la cure du nettoyage du foie et de la vésicule biliaire du docteur Clark également, mais également du docteur Andreas Moritz. Voilà, qui a un petit peu rajouté certains éléments par rapport au Dr Clark, mais je développerai ça donc dans une prochaine vidéo. Donc ici, bien sûr, je vais reprendre l'intégralité de ce que j'ai dit dans mes articles, mais je vais également rajouter des éléments voilà, qui me sont venus avec le recul également et avec l'expérience. Donc le premier sujet avec lequel je vais débuter pour cette vidéo, ce sera donc sur la mémoire de l'eau. Donc c'est un sujet très important, donc la mémoire de l'eau, étant donné que il va y avoir dans notre entourage ou sur internet, on peut également entendre divers avis sur la question, où il va y avoir tout d'abord les personnes qui vont y croire dur comme fer, qui vont miser toutes leurs croyances, si je puis dire, sur cette théorie, donc qui est la mémoire de l'eau. Et de l'autre côté, il va y avoir toutes les personnes qui vont pas du tout y croire, concrètement, qui vont penser que tout ça, ce sont juste des conneries. Voilà. Et donc, d'après moi, bien sûr, la vérité ou la réalité est entre les deux, comme souvent d'ailleurs. Et de plus, il est très important, d'après moi, de bien préciser le fait que, à propos de l'eau, de la mémoire de l'eau, de toutes ces choses qui sont immatérielles, qui sont subtiles, si je puis dire, eh bien, il y a encore beaucoup d'ignorance de notre part, beaucoup de choses que l'on ne comprend pas tout à fait, qui nous sont cachées, et où la recherche, si je puis dire, a encore beaucoup de travail à faire pour découvrir ce que nous ignorons. Donc voilà. Néanmoins, ici, je vais quand même essayer de développer la question et de donner mon point de vue donc, sur la question. Donc voilà, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par mon point de vue. Donc tout d'abord, je vais faire bien sûr quelques rappels concernant l'eau et sa structure, la mémoire de l'eau, enfin, oui, la structure moléculaire de l'eau, pardon. Donc la molécule d'eau, qu'est-ce que c'est?
Donc déjà, une molécule, hein, c'est un assemblage d'atomes. Hein. Je fais ici des rappels très sommaires. Hein. Donc dans le cas de l'eau, il s'agit d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène. Hein. Et ces atomes sont donc reliés entre eux par des liaisons fortes hein, et des liaisons qu'on appelle des liaisons covalentes, qui sont des liaisons fortes. Donc les liaisons covalentes, elles sont permises grâce à quoi? Elles sont permises grâce au partage des électrons que va donner l'hydrogène et l'oxygène. Donc ils vont partager un électron ensemble. Donc ça va faire un doublet d'électrons. Hein. C'est donc ça qui va créer la liaison covalente entre l'oxygène et les hydrogènes, hein, les 2 liaisons covalentes. Hein. Donc ici, dans le cas de l'eau, il existe, comme je l'ai dit, un oxygène et 2 hydrogènes, et c'est pourquoi on va écrire la molécule H2 en dessous et O pour signifier qu'il y a donc 2 hydrogènes et un oxygène. Hein. Pour expliquer un petit peu plus, donc, au niveau des atomes et qu'est-ce qui constitue les atomes, hein, parce que c'est important de revenir sur cette notion pour développer la structure moléculaire de l'eau, on va retrouver donc dans la constitution des atomes, tout d'abord des protons, des neutrons, voilà, un proton et un neutron qui sont tous les deux intégrants parties du noyau, et ensuite des électrons, et donc les électrons qui vont graviter, qui vont tourner autour du noyau, mais donc qui sont extérieurs au noyau. Hein. Et donc bien sûr, au niveau des atomes, on retrouve des charges électriques, hein, et ici, ça va être donc les protons qui vont avoir la charge positive et les électrons qui vont avoir la charge négative. Hein, et c'est bien parce qu'il va y avoir donc dans les atomes un nombre égal de protons et d'électrons qu'on va retrouver au niveau de l'atome une charge neutre. Hein. Car les neutrons, eux, tant qu'à eux, sont neutres, hein, ils ne sont pas chargés électriquement. Et donc, lorsque un atome perd sa neutralité, c'est-à-dire qu'il va avoir soit une charge positive, soit une charge négative, ou plusieurs, hein, peu importe, eh bien, on ne va tout simplement plus l'appeler un atome, car l'atome est neutre électriquement. On va tout d'abord, enfin, il y a 2 possibilités ici, on va tout d'abord pouvoir l'appeler un ion, hein, ION, un ion, s'il perd ou s'il gagne un électron. Donc, dans le cas où il perd un électron, il va être chargé positivement, hein, car les électrons sont chargés négativement, donc il perd un électron, il est chargé positivement, il a entre guillemets un proton en trop hein, dans sa charge électromagnétique, et donc on va l'appeler un cation dans ce cas-là. Hein. Et dans le cas inverse, où il va gagner un électron, il va être chargé négativement, et on va l'appeler donc un anion. Hein. Voilà, ça c'est la première situation. Hein. Et la deuxième situation, c'est qu'on va appeler ça un isotope, hein, dans le cas où l'atome perd ou reçoit un proton en plus, ou un neutron, hein, peu importe. Ça, c'est lorsqu'on parle des éléments qui sont intégrants à l'intérieur du noyau. Hein. On va appeler ça donc un isotope. Donc dans le cas, bien sûr, où il perd un neutron, il va garder donc le même numéro atomique, hein, c'est-à-dire le même nombre de protons. Et dans le cas où il perd un proton, là il va carrément changer donc de numéro atomique, il va changer d'état, il va changer donc de nature intérieure. Hein. Donc voilà. Donc au niveau des isotopes, bien sûr, certains sont radioactifs hein, et d'autres ne sont pas radioactifs. Hein. Mais je ne vais pas ici rentrer donc dans le détail de la radioactivité, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc, comme je l'ai dit, les atomes sont électriquement neutres. Mais électriquement neutres ne veut pas dire qu'ils sont stables. Bien au contraire. Parce que s'ils étaient stables, il n'existerait tout simplement pas d'ions, pas d'isotopes et pas même de molécules. Hein. Puisque, étant donné que les atomes décident de se lier entre eux, de se mettre ensemble, c'est bien évidemment pour être plus stable. Hein. C'est pour être plus complet. Hein. En quelque sorte, les atomes vont se lier à un autre atome pour compléter un vide qui leur manque. Hein. Je vais revenir sur cette notion, c'est très important. Donc ici, les atomes se lient entre eux avec l'atome complémentaire qui peuvent remplir ce qui leur manque, et inversement. Hein.
Et donc, ces atomes ensemble sont beaucoup mieux ensemble qu'individuellement. C'est pourquoi ils se mettent ensemble. Ça, c'est très important. Et donc, concernant la molécule d'eau, tout d'abord, on a l'hydrogène, qui est le premier élément du tableau périodique, où on l'appelle également le tableau de Mendeleïev. Donc voilà, je mettrai à l'écran la partie du tableau de Mendeleïev qui m'intéresse pour illustrer cette vidéo. Et donc l'hydrogène, c'est le premier élément du tableau de Mendeleïev, et il possède un proton, 0 neutron et 1 électron. Donc c'est l'élément le plus léger, qui est extrêmement léger, car sa masse atomique donc, est de 1. Donc je ne connais pas l'unité, mais c'est de 1, voilà. Car il n'y a en fait qu'un seul proton dans le noyau, il n'y a même pas de neutrons. Voilà. L'oxygène, tant qu'à lui, est le 8e élément du tableau périodique, donc du tableau de Mendeleïev, et il possède tant qu'à lui 8 protons, 8 neutrons et 8 électrons. Donc voilà, et également donc, ce qu'il est important de bien comprendre au niveau des électrons, c'est qu'ils vont se répartir donc autour du noyau en fonction de différentes strates énergétiques ou de différentes couches énergétiques, donc qui sont bien modélisées au niveau du tableau de Mendeleïev, encore une fois. Car ici, dans le tableau de Mendeleïev, on voit bien qu'il y a plusieurs lignes. Donc, il va y avoir donc sur la première ligne, nous avons donc d'abord l'hydrogène, qui est le premier élément, puis ensuite nous avons l'hélium. L'hélium qui va avoir donc 2 électrons, 2 protons et 2 neutrons également. Donc l'hélium, c'est toute la ligne, enfin toute la colonne, pardon, qui va être sur la droite. En fait, on va appeler ça les gaz rares, tout simplement parce qu'en fait, ils sont purs en soi, c'est-à-dire qu'ils sont électriquement neutres et en même temps, ils sont stables. C'est-à-dire qu'en fait, leur couche électronique, donc des électrons, est pleine, en fait. C'est-à-dire, sur la première couche, il va y avoir 2 électrons pour l'hélium, et il ne va pas en avoir besoin de plus. Donc, il est très bien tout seul, il est très bien comme ça, en fait. Voilà. On ne verra jamais l'hélium, donc, qui va être associé à un autre atome. C'est-à-dire qu'il est très bien tout seul. Et c'est la même chose pour tous les atomes qui vont être répartis sur cette dernière colonne. Donc voilà, mais en revanche, donc l'hydrogène, il a un électron, et ça veut dire que pour être stable, il lui manque un autre électron. Donc ensuite, nous avons donc la deuxième ligne, où nous avons donc l'oxygène, qui va être le 6e élément de cette ligne, car c'est le 8e élément en tout, donc c'est le 6e élément de cette ligne. Et l'oxygène ici est entouré par l'azote, qui est le 5e, et par le fluor, donc, qui est le 7e élément. Donc c'est important, ça je vais y revenir également tout à l'heure. Et ici, donc, c'est le néon qui constitue le gaz pur, qui est donc l'atome stable de cette deuxième ligne du tableau de Mendeleïev. Et donc ici, ça continue ensuite, donc troisième couche, on est toujours à 8 électrons, parce que ça va constituer donc les électrons sur la couche. Pour la deuxième couche, on va avoir 8 électrons en tout. Et pour la troisième couche, on va avoir également 8 électrons. Et donc c'est à partir de la quatrième couche où ça va encore augmenter. Et on va devoir en rajouter 10 de plus. Donc on va arriver à 18 électrons sur la quatrième couche, etc. Donc voilà, je ne vais pas faire tout le tableau de Mendeleïev. Ça n'a pas d'intérêt. On en revient, nous, à notre molécule d'eau. Nous avons l'hydrogène, donc qui a un proton, un électron, qui est instable, car il lui manque un électron sur sa couche externe pour être stable. Ensuite, nous avons l'oxygène, qui a donc 8 protons, 8 électrons et 8 neutrons. Bon, les neutrons, on ne les prend pas en considération ici, mais ça veut dire tout simplement qu'il va y avoir 2 électrons sur sa première couche électronique, donc des électrons, et ensuite on va avoir 6 électrons donc sur la deuxième couche des électrons, deuxième couche électronique. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va manquer 2 électrons, qu'il va avoir besoin de 2 électrons supplémentaires, et c'est pourquoi donc dans l'eau on va retrouver donc un oxygène et 2 hydrogènes. Vous savez que les 2 hydrogènes vont pouvoir partager chacun leur électron qu'ils ont, leur unique électron, avec l'oxygène, à qui il manque donc 2 électrons. Et l'oxygène va également partager ces 2 électrons avec les 2 hydrogènes, et comme ça, chacun va se compléter l'un l'autre.
Donc voilà. Donc ici, je vais vous faire un petit schéma en direct pour bien modéliser la chose. Donc ici, j'ai un papier, enfin une enveloppe, où je vais modéliser donc l'oxygène. Donc l'oxygène, ça va être le O ici, voilà. Et donc je vais modéliser les électrons autour de l'oxygène. Donc voilà, il y a 2 électrons sur la première couche. Ensuite, il va y avoir, donc on va avoir 6 électrons donc, sur la deuxième couche. Donc voilà, modélisé comme ça. Donc ici, j'ai modélisé les 2 électrons là sur la première couche. Et là, nous avons donc 2, donc ça fait 4, 5, 6 électrons donc sur la deuxième couche. Et donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir 2 électrons vacants, si je puis dire, qui vont être isolés. Et donc on va avoir 2 autres électrons, enfin 4 autres électrons qui vont être qui vont former un couple chacun. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler les liaisons non covalentes, parce qu'il va y avoir les liaisons covalentes qui vont permettre de faire le lien donc, avec d'autres atomes. Et d'un autre côté, il va y avoir les liaisons non covalentes, qui vont être 2 électrons qui vont former une liaison entre eux, mais qui ne va pas être covalente, simplement parce que voilà, ils vont se relier entre eux. Donc on va modéliser comme ça, très classiquement. On va faire un trait pour relier les 2 électrons qui sont reliés entre eux par des liaisons non covalentes. Et donc, de l'autre côté, on va voir les hydrogènes, avec chacun leurs électrons libres. Donc ici, les hydrogènes avec leurs électrons. Et ici, il va donc y avoir une liaison covalente qui va être faite entre l'électron de l'hydrogène, à chaque fois, et l'électron vacant de l'oxygène. Et donc, on va la modéliser tout simplement comme ça. On va faire un trait entre les deux électrons. Donc voilà ce que ça va donner. Globalement, voilà, on a l'oxygène relié avec les 2 hydrogènes, ici. Et ce qu'il faut savoir particulièrement avec la molécule d'eau, c'est qu'on va retrouver un angle particulier qui va être présent donc, entre l'oxygène et les 2 hydrogènes. Et donc cet angle est environ, approximativement, toujours de 105 degrés. Donc c'est entre 104,5 et 105 degrés Celsius. Non pas Celsius, degrés, pardon. Donc voilà, comme ça, 105 degrés ici. Et également, ce qu'il faut savoir par rapport à la molécule d'hydrogène, enfin d'eau, la molécule d'eau, pardon, et toutes les interactions en fait entre les atomes, c'est qu'ici en fait on va avoir une liaison covalente entre l'oxygène et l'hydrogène. Donc il va y avoir les 2 électrons de ces 2 atomes qui vont être reliés entre eux. Mais en quelque sorte, il va y avoir un des 2 atomes qui va attirer plus à lui en fait la liaison covalente. C'est-à-dire qu'il va attirer davantage l'électron de l'autre atome plus vers lui. C'est celui qui va être plus puissant, entre guillemets, plus fort, et qui va attirer plus à lui. Et ici, bien sûr, ça va être l'oxygène qui va plus attirer l'électron de l'hydrogène à lui. Et en fait, ici, ça va créer un différentiel électronégatif, c'est comme ça qu'on l'appelle, un différentiel électronégatif. Et donc, étant donné que l'oxygène va attirer davantage l'électron de l'hydrogène, donc l'électron, vu qu'il a une charge négative ici, donc on va dire que l'oxygène va donc attirer une charge négative vers lui, donc le différentiel électronégatif va être donc négatif du côté de l'oxygène, et donc va être positif du côté de l'hydrogène, étant donné que lui, il perd, entre guillemets, de la puissance électrique, de la puissance au niveau de son électron, et étant donné que l'électron est négatif, lui, il perd une charge, entre guillemets, donc il a un différentiel électronégatif positif. Donc ici, ça va être modélisé donc de la façon suivante. Donc voilà, on va faire juste un petit symbole comme ça, positif, négatif, négatif, à chaque fois pour chaque liaison covalente. Donc c'est important de comprendre cette notion d'électronégativité et d'attirance de la liaison covalente par un atome plus que l'autre.
étant donné que ça va mettre en jeu en fait d'autres forces dans cette structure de l'eau, car comme je l'ai dit, il existe donc des liaisons fortes, des liaisons covalentes qui sont fortes, donc ici entre deux atomes, et de l'autre côté il va exister donc des liaisons de faible intensité, c'est-à-dire des liaisons faibles en fait. Et donc parmi ces liaisons faibles, il en existe plusieurs, donc voilà, je ne les ai pas toutes en tête non plus, mais il existe notamment les forces gravitationnelles qui font partie des liaisons faibles, et il existe également donc ce qu'on va appeler les forces de Van der Waals, enfin je ne sais pas comment on le prononce, mais voilà, j'écrirai à l'écran le nom. Et donc ici, les forces de Van der Waals, ce sont des forces faibles, qui vont relier également deux atomes entre eux. Et ici, celle qui nous intéresse est une sous-catégorie de la force de Van der Waals, qu'on va appeler donc la liaison hydrogène. Et donc la liaison hydrogène se distingue par rapport aux autres forces de Van der Waals, étant donné que c'est la force qui est la plus puissante parmi les forces de Van der Waals. Et donc cette puissance au niveau de la liaison hydrogène se distingue en raison d'un grand différentiel justement électronégatif donc entre les différents atomes en présence. Et donc qu'est-ce qui explique ce grand différentiel électronégatif? C'est tout simplement que ici la liaison hydrogène va s'effectuer en fait donc entre un atome d'hydrogène, donc c'est pour ça qu'on l'appelle la liaison hydrogène. Et l'hydrogène, étant donné que c'est l'atome le plus léger et le plus faible, eh bien ça va permettre en fait de créer un fort différentiel électronégatif avec un autre atome qui va être beaucoup plus fort que lui. Et donc ici, l'atome qui va être beaucoup plus fort que lui, on va appeler ça un atome très électronégatif. Et ici, dans ce cas-là, il va s'agir donc soit de l'azote, soit de l'oxygène, soit du fluor. Donc voilà, ce sont les trois atomes les plus électronégatifs par rapport donc, à l'hydrogène. Et c'est pourquoi on appelle ça une liaison hydrogène qui va pouvoir être faite avec donc un azote, un oxygène et un fluor. Donc, je vais reprendre un petit peu à la base. Donc la liaison hydrogène se fait donc entre un atome d'hydrogène lié par une covalence à un atome A, donc très électronégatif, c'est-à-dire soit un azote, soit un oxygène, soit un fluor. Donc ces atomes très électronégatifs vont attirer à eux très fortement la liaison covalente qui le relie à cet hydrogène. Donc voilà, donc cet hydrogène-là lié à cet atome-là. Et donc ça va se faire avec un autre atome, B, qui va être également très électronégatif, mais en plus, il va également être porteur d'au moins un doublet non liant. Donc voilà. Donc doublet non liant que je vous ai montré tout à l'heure sur le schéma. Et donc ici, je vais compléter le schéma pour bien modéliser ça, parce que ça peut être un petit peu compliqué à intellectualiser. Donc ici j'ai toujours mon schéma, donc avec l'oxygène et les deux hydrogènes. Donc comme je vous ai dit, l'oxygène va avoir les charges électronégatives négatives, et ici les hydrogènes vont avoir les charges positives. Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir, donc ça, on va dire que c'est l'atome B, pour reprendre mon exemple, et on va avoir un autre atome, donc on va prendre toujours, on va prendre toujours une molécule d'eau, donc avec un atome A d'oxygène, toujours. Donc on va être comme ça, avec l'hydrogène et deux liaisons non covalentes. Donc voilà, on a une autre molécule donc d'eau, une autre molécule d'eau, H2O, ici avec les deux hydrogènes et l'oxygène et les deux liaisons non covalentes que j'ai modélisées. Donc ça, cet oxygène-là, ça va être l'atome A, et l'autre, c'est l'atome B. Et ici, donc, on a l'hydrogène, l'hydrogène qui est relié donc à cet atome A d'oxygène, et qui va donc pouvoir faire, comme je l'ai dit dans la définition au préalable, une liaison hydrogène, donc avec cet atome B également très électronégatif, mais qui en plus possède au moins un doublet non liant. Donc ici, en fait, la liaison hydrogène va avoir lieu entre cet hydrogène-là
Et donc cet atome B là, hein, étant donné qu'il est relié à un atome A très électronégatif et qui va pouvoir se relier à un atome B très électronégatif mais porteur d'au moins un doublet non liant. Et donc la liaison hydrogène, on va la modéliser d'une certaine façon, hein, qui va être une série de traits parallèles, tout simplement, comme ceci. Hein, voilà. Ça c'est la liaison hydrogène, c'est comme ça qu'elle est modélisée, toujours. Alors les liaisons hydrogènes sont très importantes physiologiquement, hein, notamment c'est grâce aux liaisons hydrogènes que les deux brins d'ADN, hein, qui constituent le noyau de nos cellules, qui sont à l'intérieur du noyau de nos cellules, vont pouvoir se relier entre eux, hein, donc au niveau des différentes bases nucléotidiques, hein, donc ACGT, hein, il va y avoir plusieurs donc, liaisons hydrogènes qui vont relier ces différentes bases entre elles et qui vont permettre donc la cohésion, hein, la structure même du double brin d'ADN, hein, tout simplement. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je le dis, ces liaisons hydrogènes sont des liaisons faibles. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont permettre la cohésion, elles vont permettre de relier les deux brins d'ADN, mais elles vont permettre également autre chose, hein. Elles vont permettre la séparation de ces deux brins d'ADN sans leur détérioration, hein. C'est-à-dire que dans une liaison covalente, vous ne pouvez pas séparer les deux atomes. Si vous les séparez, c'est simplement que vous allez avoir une modification de la structure chimique et moléculaire donc de la molécule que vous voulez séparer, etc. Hein. Alors que là, avec les liaisons hydrogènes, vous n'avez pas de modification chimique et moléculaire de la structure. Vous avez juste une modification structurelle au niveau tridimensionnel, hein, au niveau de la conformation dans l'espace. Donc ça va être très important, hein, donc notamment au niveau de la réplication de l'ADN. On va répliquer un brin d'ADN à la fois, donc il faut le séparer en deux. Et ça va être très important également pour la transcription de l'ADN, transcription de l'ADN qui va permettre la formation de l'ARN, et ensuite l'ARN messager, ensuite faire les protéines, etc. Donc voilà, ça c'est très important. Hein. Et donc ce sont les liaisons hydrogènes qui sont faibles et qui permettent justement cette modulation, hein, de la structure tridimensionnelle qui va permettre ceci. Hein. Mais également, donc, les liaisons hydrogènes, ça va permettre le regroupement des différentes molécules d'eau entre elles, donc, comme je l'ai montré sur le schéma. Et donc ce regroupement de molécules d'eau, on va appeler ça tout simplement des clusters. Hein. Et donc c'est ici, ça va être ici mon hypothèse à moi, qui va permettre donc cette structuration de l'eau, donc à travers la mémoire de l'eau. Je précise ici donc que c'est mon hypothèse, hein, c'est-à-dire que voilà, c'est quelque chose que je pense être possible, enfin comme être l'origine possible de la mémoire de l'eau, mais je n'ai aucune preuve scientifique, si je peux dire, à apporter pour appuyer mon argumentation, mon hypothèse. Hein, c'est une hypothèse. Voilà. J'en arrive alors donc aux expériences du docteur Masaru Emoto, hein, qui est docteur en médecine alternative et qui est d'origine japonaise. Donc ce sont ses expériences à lui ainsi qu'à son équipe, hein, qui sont les plus connues et qui ont donc surtout permis à faire connaître le principe de la mémoire de l'eau. Hein. Donc c'est pourquoi on en parle beaucoup. Hein. Il a même écrit des livres sur ce sujet. Donc voilà. Donc ici je vais détailler deux séries d'expériences, hein, que lui et son équipe ont effectuées. Donc dans une première série d'expériences, lui et son équipe ont donc observé, hein, donc ce sont des observations qui ont été faites en microscopie électronique. Hein. Donc ils ont observé donc, dans différents échantillons d'eau provenant de différentes sources la structure moléculaire de l'eau en question. Hein. Et ici, ils vont observer clairement différentes structures dans l'eau. Donc voilà, je vous mets les images à l'écran. Différentes structures dans l'eau que l'on peut séparer en deux groupes distincts et parfaitement identifiables. Donc voilà, il va y avoir premièrement un premier groupe où on va retrouver des structures qui vont être harmonieuses, symétriques, ordonnées, et qui proviennent donc dans ces images, hein, de sources pures qui vont être non polluées et en pleine nature.
Donc deuxièmement, le deuxième groupe des structures qu'on observe, il y a des structures disharmonieuses, dissymétriques et désordonnées, on peut dire chaotiques, et qui proviennent donc de sources polluées, ou par exemple sous des grandes villes, etc. Hein. Donc voilà, ça, ce sont deux différentes structures qu'on observe. Hein. Donc voilà, la conclusion la plus immédiate qui nous vient à l'esprit, c'est qu'on se dit, eh bien, en pleine nature et dans des zones non polluées, etc., il y a une bonne énergie, on va se dire, il y a une bonne énergie, donc il y a une structure harmonieuse, ordonnée, etc. Alors qu'on va dire que dans les zones polluées ou dans les zones sous les villes, etc., il y a une mauvaise énergie, donc forcément, ça ne peut donner que une mauvaise structure. Hein. Donc ça, c'est la première conclusion qui nous vient tout de suite à l'esprit. Mais là, déjà, il faut bien différencier donc les faits. Les faits, c'est ce que je viens de vous dire, hein, c'est-à-dire les observations qu'on fait sur les différents échantillons et d'où viennent les échantillons. Et il faut différencier donc les faits donc des conclusions qu'on en tire, hein, c'est-à-dire de l'analyse qu'on en fait. Donc déjà, ce que je viens de vous dire, c'est une analyse, c'est une conclusion. Donc il faut prendre ça vraiment avec beaucoup de prudence et de précaution. Hein. Parce que aussi, on pourrait trouver d'autres explications à ce phénomène. On pourrait dire que dans la nature ou dans les zones non polluées, il y a peu d'influence extérieure. Hein. Il y a peu de mouvement dans la nature, globalement, et donc l'eau est moins influencée par des énergies extérieures qui pourraient donc déstructurer sa structure, tout simplement. Hein. Ou sinon, l'eau pourrait être structurée par une énergie, mais tandis qu'il y a peu d'énergie, donc l'eau est structurée par une énergie que je peux qualifier de pure, c'est-à-dire une énergie qui est dénuée donc d'influence externe trop importante. Hein. Une énergie qui est isolée, qui n'est pas combinée avec plein d'autres énergies, par exemple. Hein. Contrairement aux villes, donc, où il va y avoir énormément de perturbations extérieures, donc des perturbations qui peuvent être comme donc les ondes artificielles hein, qu'on a en ville, mais également différents bruits de la ville, hein, comme le bruit des voitures, le bruit des passants, etc., de ceux qui marchent, etc., dans la rue. Enfin, il y a énormément de bruits dans la ville qui peuvent également influencer la structure de l'eau. Et également, bien sûr, tous les polluants chimiques qu'on a retrouvés dans l'eau qui peuvent également influencer la structure moléculaire de l'eau. Voilà, ça c'est une autre analyse qu'on peut apporter à ce phénomène. Hein. Donc ici, hein, la conclusion qu'on pourrait tirer de cette analyse, ce serait que l'eau structurée, enfin on observe de l'eau structurée, harmonieuse, ordonnée, etc., que lorsqu'il y a donc peu d'informations extérieures qui influencent l'énergie de l'eau, et au contraire, l'eau déstructurée serait présente lorsque on observerait beaucoup d'informations, beaucoup de perturbations extérieures qui viendraient donc influencer la structure de l'eau. Hein. Donc voilà pour cette première série d'expériences. Ensuite, la seconde série d'expériences. Hein. On a donc lui et son équipe qui ont tenté d'étudier l'impact, cette fois-ci, que l'homme pouvait avoir sur la structure de l'eau. Ils ont donc voulu informer l'eau grâce à leur volonté, hein, si on peut dire grâce à la volonté de l'homme, donc soit par des paroles directes, soit grâce à des papiers qu'on collerait sur les échantillons, hein, tout simplement, et où on marquerait le mot en question qui nous intéresserait afin d'étudier l'influence que pourrait avoir ce mot sur la structure de l'eau. Et ensuite, ils ont donc observé, encore une fois, la structure de l'eau, donc de ces différents échantillons. Et ici, on observe encore une fois donc les mêmes différences structurelles, donc les deux mêmes différentes structures que j'ai présentées précédemment, c'est-à-dire d'un côté, on va voir les formes harmonieuses, donc avec par exemple les mots tels que amour, plaisir ou merci, et de l'autre, on va voir les formes disharmonieuses avec des mots plus connotés négativement, donc, comme par exemple tu me rends malade. Hein. Donc ici, bien sûr, encore une fois, la première conclusion qui nous vient directement à l'esprit, c'était celle énoncée précédemment en premier, hein, c'est-à-dire que les bonnes énergies ou les énergies plus élevées, etc., vont influencer positivement l'eau, on va se dire, hein,
et donc les énergies plus mauvaises, plus négatives, vont influencer plus négativement l'eau. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir se dire. Mais encore une fois, ici, il faut bien mettre en perspective dans notre esprit qu'est-ce que ça veut dire qu'une parole positive ou une parole négative, ou une bonne énergie ou une mauvaise énergie. Hein. Voilà. Après, moi, je ne donne pas de réponse ici à cette question, c'est une question ouverte, mais c'est important de se poser la question qu'est-ce que c'est que le bien ou qu'est-ce que c'est que le mal lorsque on définit donc un effet potentiel sur la structure de l'eau en disant que cet effet provient soit d'une bonne énergie, soit d'une mauvaise énergie. Qu'est-ce que ça veut dire une bonne énergie, une mauvaise énergie, etc. C'est important de se poser la question. Cependant, néanmoins, en voyant ces résultats, d'un côté, on est forcé tout de même d'admettre qu'il existe une influence de l'eau, enfin une influence de l'homme, pardon, sur la structure de l'eau, qu'il existe donc notamment différentes structures de l'eau que l'on arrive à observer, et donc d'une certaine manière qu'il existe une mémoire de l'eau. On ne peut pas le nier ici. Et donc que ces structures ont différentes origines qu'il nous est également possible de répertorier, donc voilà, en fonction de diverses influences, ou en fonction de divers lieux ou à l'endroit où l'eau a été récoltée, etc. Enfin, ce genre de choses. Cependant, donc, il faut également considérer deux éléments que généralement on ne vous dit pas quand on vous parle de ces expériences. C'est que la première, donc tout d'abord, c'est que comme toute expérience, bien ces expériences ont été répétées un certain nombre de fois, donc de nombreuses fois, de souvenirs, j'avais entendu que c'était des centaines de fois, ça avait été répété, donc voilà, ce sont des expériences, c'est normal qu'ils répètent ça de nombreuses fois, mais donc ils ont répété ces expériences de nombreuses fois pour obtenir les résultats que je vous ai montrés à l'écran, mais que ces résultats n'ont pas été systématiques, bien évidemment. Des fois, ils ne voyaient rien, des fois, ce n'était pas des structures aussi claires, c'était pas aussi visible, en quelque sorte, vous comprenez. Donc ça, c'est la première chose qu'il est important de préciser. La deuxième chose qu'il est important de préciser, c'est bien sûr que ces analyses ont été faites avec le moins possible de perturbations extérieures, donc en dehors de leurs conditions d'analyse, leurs conditions expérimentales. Comme toute expérience, d'ailleurs, toutes les expériences sont faites dans des conditions très strictes, étant donné qu'en fait on veut observer l'effet individuel donc, de l'élément qu'on étudie sans perturbation des autres éléments extérieurs. Donc voilà, c'est également important de le préciser, car ici les chercheurs ont voulu éliminer toute perturbation extérieure, mais donc dans la vie de tous les jours, nous individuellement, on ne peut pas forcément éliminer toute perturbation extérieure, tout élément perturbateur. Donc là où je veux en venir, c'est sur la notion de l'extrapolation, parce qu'encore une fois, ici ce que je vous ai énoncé au niveau de ces expériences, ce sont des observations, ce sont des analyses qui sont une chose. On ne peut pas les nier, comme je le dis. C'est quelque chose qui existe, voilà, ça a été fait, ça a été répertorié, on nous montre ça, on ne peut pas le nier. C'est quelque chose qui existe, c'est une réalité, comme je dis. Mais ensuite, il y a donc l'extrapolation et la généralisation du phénomène, qui est ici tout autre chose, qui n'est pas forcément la réalité. On bascule ici dans la modélisation mentale, ou dans ce que j'appelle l'idéologie. Et c'est pourquoi, donc, dans cet élément, il faut toujours être très prudent et faire preuve de beaucoup de précautions, comme je le dis. Mais pour donc étudier cette question de l'extrapolation, on va tout d'abord donc admettre que la mémoire de l'eau existe, mais pas seulement, on va admettre également que la mémoire de l'eau est très puissante. C'est-à-dire que en fait, son impact sera immédiat, visible, et on ne peut pas, en quelque sorte, passer à côté. Et lorsque l'on admet donc cette prémisse au niveau de notre raisonnement ici, la conclusion qui nous vient immédiatement à l'esprit revient à dire la chose suivante. Donc,
vibrez positif et vous attirez le positif globalement. Hein. C'est ça que cette idéologie, si je puis dire, de la mémoire de l'eau, hein, va pouvoir nous amener à penser, hein, tout simplement. Et donc ça revient à ce qu'on appelle donc aujourd'hui, hein, particulièrement dans ce qu'on appelle l'idéologie du nouvel âge, hein, la loi de l'attraction, hein, de manière inévitable, hein, parce que quand on dit vibrez positif et vous attirez le positif, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui donc la loi de l'attraction. Hein. Et cela englobe également tout ce qui est auto-persuasion, ou ce qu'on appelle également la méthode Coué, hein, donc voilà, dans le milieu plus médical, hein, ou l'effet placebo également. Donc je vais également en parler, mais voilà, il existe énormément de théories annexes, si je puis dire, qui vont être validées en quelque sorte par cette manière de penser ici, en admettant que la mémoire de l'eau existe et est puissante. Hein, voilà. Donc ça revient à valider totalement les théories de la loi de l'attraction, de la méthode Coué, hein, et de l'effet placebo. Hein. Cependant, hein, donc, moi j'avais déjà eu l'occasion de dénoncer, hein, de dire donc, dans une de mes précédentes vidéos, qui date un petit peu hein, maintenant, que je ne croyais pas du tout en la loi de l'attraction. Hein. Et ici, je vais même aller encore plus loin, je ne crois pas du tout non plus en la méthode Coué, et pas du tout non plus dans l'effet placebo. Hein. Je vais expliquer ceci tout de suite, hein, bien sûr. Alors pourquoi je n'y crois pas, hein? Alors tout simplement, je vous répondrai qu'il suffit d'observer ce qui se passe autour de vous, et également observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Hein. Je pense que cette observation est accessible à tous, et qu'il nous est tous possible de faire cette introspection et cette analyse intérieure afin de déterminer la justesse de ces idéologies, hein, tout simplement. Alors, tout d'abord, concernant la loi de l'attraction. Hein. Donc, la loi de l'attraction, ça dit tout simplement vibrez positif et vous attirez le positif. Et donc, si vous avez attiré le négatif, en quelque sorte, c'est que vous avez vibré négatif. Automatiquement, il faut prendre toujours dans les deux sens. Et donc, la question qu'il faut se poser ici, c'est est-ce que vous avez l'impression donc, que toutes les bonnes choses qui vous sont arrivées dans des moments où, sont arrivées donc dans des moments où vous vibriez positif. Et inversement, est-ce que toutes les mauvaises choses qui vous sont arrivées dans des moments où vous vibriez négatif. Hein. Donc voilà, encore une fois, il faut réussir à définir qu'est-ce que c'est que le positif, qu'est-ce que c'est que le négatif, etc. Hein. Mais pour moi, la réponse est évidente ici. Hein. La réponse pour moi est non, hein, tout simplement. Hein. Tout ce qui nous est arrivé de positif n'arrive pas que dans les moments où on a des pensées positives, et tout ce qui nous arrive de négatif n'arrive pas dans les moments où on n'a que des pensées négatives. Hein. C'est souvent même le contraire. Hein. Je rajouterai ici que si on prend la théorie de la loi de l'attraction dans l'absolu, absolument, hein, eh bien en fait on n'arrive qu'à une seule conclusion, hein, d'après moi, c'est que tout simplement la population serait séparée en deux groupes distincts, donc serait divisée en deux, avec d'un côté on aurait ceux à qui il n'arrive que des bonnes choses, qui seraient heureux et qui seraient contents. Globalement, c'est comme un cercle vertueux, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'ils pensent positif, donc il leur arrive des bonnes choses, et vu qu'il leur arrive des bonnes choses, eh ben, ils sont contents, ils sont heureux, donc ils repensent positif, etc. Et en fait, voilà, on ne s'arrête jamais. Et de l'autre côté, pareil, hein, avec ceux à qui il n'arrive que des mauvaises choses, qui sont donc malheureux et qui dépriment en permanence. Étant donné qu'ils dépriment en permanence, il leur arrive des mauvaises choses, et lorsqu'il leur arrive des mauvaises choses, eh ben, ils redépriment par derrière. Et ainsi de suite, en fait, on ne s'arrête pas comme ça. Hein. Or, je pense qu'on peut tous observer que eh bien, ce n'est pas le cas, en fait. Hein, tout simplement, c'est pas ce qu'on observe tous dans la réalité autour de nous. Hein. Donc voilà pour la loi de l'attraction. Hein. Ensuite, concernant la méthode Coué et l'auto-persuasion. Alors ici, encore une fois, la chose que je peux dire, hein, c'est qu'il faut distinguer, encore une fois, idéologie et réalité, et que ce n'est pas parce que nous sommes persuadés d'une chose qu'elle est vraie, c'est-à-dire qu'en fait, avec la méthode Coué, on peut très bien s'auto-persuader d'une chose, mais c'est pas parce qu'on est persuadé d'une chose qu'elle est vraie, encore une fois. Hein.
Pire encore, en fait, d'après moi, cette méthode d'auto-persuasion ou méthode Coué n'est qu'un moyen de se voiler la face, entre guillemets. Et on se voile la face tout seul, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'auto-persuader de quelque chose qui est faux, et cela ne mène donc qu'au déni intérieur, donc, et à la trahison de soi, tout simplement, hein. Et en fait, il y a deux alternatives ici au niveau de l'auto-persuasion. C'est soit on s'auto-persuade que quelque chose est vrai, enfin que quelque chose de vrai est vrai, et dans ce cas-là, en fait, aucune raison de s'auto-persuader de la véracité de quelque chose qui est déjà vrai, en fait. Donc voilà, il suffit juste d'admettre que ce quelque chose est vrai, tout simplement. Soit sinon, en fait, on s'auto-persuade de quelque chose qui est faux, mais en pensant que c'est vrai, et dans ce cas-là, en fait, vous êtes dans le déni, hein, tout simplement, de la réalité. Et donc, cette méthode Coué n'a strictement aucun intérêt à mes yeux, hein, tout simplement, pour ces raisons. Donc voilà, et ensuite, pour finir, concernant l'effet placebo, hein. Alors il faut comprendre qu'est-ce que c'est que l'effet placebo, hein, parce qu'on n'arrête pas d'entendre l'effet placebo, mais la majorité des personnes ne savent pas vraiment de quoi il s'agit en fait, hein. Alors l'effet placebo, qu'est-ce que c'est? C'est un effet observé, qui est statistique déjà, hein. Statistique, ça veut dire que ça a été observé sur une population, à l'échelle d'une population, et pas à l'échelle individuelle. Ça change tout, hein. Il faut vraiment bien comprendre à quoi on fait référence ici, hein. Et donc, ce qu'il faut comprendre également, c'est que l'effet placebo a été déterminé, a été nommé comme ça, dans les analyses en fait, de comparaison avec un médicament, hein. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les industries pharmaceutiques, ou les industries qui vont analyser l'effet, se disant donc d'un médicament ou d'un produit quelconque. Et donc pour analyser cet effet, ils vont vouloir comparer l'effet de leur médicament ou de leur produit avec soi-disant un élément qui n'aurait aucun effet, hein. D'après leurs termes, voilà, ça va être, ils vont appeler ça un élément placebo, voilà, un élément qui est censé avoir aucun effet. Et donc ce qu'ils appellent effet placebo, ça va être l'effet positif observé sur l'état de rétablissement des malades, hein, ou sur la question étudiée, sur le sujet étudié, sur l'amélioration que l'on va observer dans le domaine que l'on étudie, avec ce produit particulier, donc pas produit qui va être placebo, se disant sans aucun effet. Donc voilà, en comparaison donc avec le produit qui est censé avoir un effet, donc le produit pharmaceutique qui est étudié ici, hein. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle l'effet placebo, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on observe avec un produit particulier qui est censé ne pas avoir d'effet d'après eux. Donc voilà, c'est ça l'effet placebo, c'est un effet que l'on va observer qui est statistique tout d'abord, hein, et c'est un effet que l'on va observer sur l'amélioration de l'état de santé des malades, par exemple, hein, par rapport à leur état initial, par rapport au moment où ils sont venus consulter, par exemple, ce genre de choses, hein, en comparaison donc avec un autre produit pharmaceutique, hein. Donc ça c'est l'observation, hein. Ensuite vient l'analyse, hein, c'est-à-dire que l'analyse, c'est ce que les médecins vont dire, hein, quand ils parlent de l'effet placebo. Ils vont dire que c'est un effet qui est dû à la croyance du patient en son médecin, ou dans le médicament, c'est-à-dire dans la croyance positive ou négative. Ils vont appeler ça l'effet nocebo, hein, voilà, hein, c'est des termes qu'ils ont inventés, hein. Ils vont dire que c'est dû à la croyance que le médecin va lui apporter sa solution, ou que le médicament va l'aider à s'en sortir globalement. Et c'est là que, d'après moi, est le problème en fait. Parce que c'est cela qui est, d'après moi, faux en fait, hein, concrètement. Parce qu'en fait, on va encore faire intervenir la notion de croyance, hein. Or, ce n'est pas parce que j'ai une croyance qu'elle est vraie, encore une fois. On en revient au point précédent en fait, hein. Ce n'est pas parce que, il suffit de prendre juste quelques exemples pour s'en rendre compte en fait, hein. On a tous été à l'école quand on était jeunes, hein. On a tous essayé de répondre à des questions dans des examens ou dans des contrôles, et on a tous été persuadés à certains moments d'avoir juste à certaines questions, d'avoir bien répondu, d'avoir tout fait bien comme il faut, etc. Et le jour où on nous rend la copie, etc., on se rend compte qu'en fait on avait totalement faux, on a totalement dit n'importe quoi en quelque sorte, hein.
Ici, c'est la même chose, on peut généraliser. On a tous des croyances, mais c'est pas pour ça qu'elles sont vraies. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir la croyance que la Terre est plate, que la Terre est ronde, on peut avoir la croyance que le cru c'est bon, que le cru c'est pas bon. Ça n'a aucune importance, les croyances n'ont aucune importance. Hein. Seule la réalité compte. Et donc, d'après moi, la réalité de l'effet placebo, hein, qu'on appelle l'effet placebo, c'est une observation, eh bien c'est un véritable effet qu'on observe, hein, et qui peut être dû à différents facteurs, c'est-à-dire qu'il va y avoir différents effets qui vont être impliqués donc, dans l'effet placebo qu'on observe. Il va y avoir donc tout d'abord hein, le premier effet qui est sans doute le plus important, hein, étant donné que c'est un effet statistique, hein, comme je vous ai dit, hein, c'est-à-dire que ça va être la régression à la moyenne. C'est ce qu'on appelle la régression à la moyenne. Alors qu'est-ce que c'est que la régression à la moyenne, hein? C'est-à-dire qu'en fait, on observe statistiquement hein, que les patients, que les personnes hein, vont aller voir leur médecin au moment où ils se sentent le plus mal, hein, au moment où ils vont vraiment pas bien, etc. Donc ils vont aller voir leur médecin à ce moment-là. Hein. Et donc c'est à ce moment-là que les médecins vont recueillir leur état le plus mauvais en quelque sorte, et en fait ils vont recueillir leur état dans quelques jours après qu'ils aient justement prescrit soit le placebo, soit le traitement étudié. Hein. Et donc dans quelques jours ils vont refaire le même questionnaire, ils leur demander leur état de santé, comment ils se sentent, etc. Et donc la conséquence logique qui est que les patients vont voir leur médecin au moment où ils se sentent le plus mal, c'est qu'il y a de fortes chances qu'un certain nombre d'entre eux, une grande proportion d'entre eux, se sentent mieux après être allés voir le médecin. Hein, globalement, c'est que l'état de santé est fluctuant. Vous allez voir le médecin au moment où vous vous sentez le plus mal, mais forcément, quelques jours plus tard, vous vous sentez un petit peu mieux. Hein, voilà. Donc ça, c'est la régression à la moyenne, c'est un effet statistique qu'on observe globalement au sein de la population. C'est qu'on observe une amélioration statistique de l'état de santé des patients sans qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire que c'est en réalité le corps qui se guérit tout seul hein, ici. Hein. Ce n'est pas un effet miracle que de la croyance en le médecin ou de la croyance en le médicament, etc. Hein. C'est simplement le corps qui se guérit par lui-même, voilà, quelques jours après qu'il se sente extrêmement mal. Donc voilà, ça c'est la régression à la moyenne, et en fait même certains patients vont guérir totalement, étant donné qu'en fait ils vont avoir une forte constitution, un fort système immunitaire si je puis dire, ils vont pouvoir guérir complètement même en l'absence de traitement en fait. Hein. Mais tous ne guériront pas justement, ça va être là le petit problème, hein, c'est-à-dire que les personnes les plus faibles et les plus vulnérables, en fait ceux qui sont vraiment mal si je puis dire, et qui n'ont pas la possibilité de s'en sortir seuls, elles, eh bien ça ne va pas marcher globalement, justement. D'où l'intérêt de comprendre d'où vient ce soi-disant effet placebo. Hein. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'on peut citer également, ça va être la bienveillance apportée par l'autre et par son écoute, hein, globalement. C'est la possibilité pour le patient de se confier donc à son médecin, etc. Et ça, bien sûr, hein, ça va avoir un effet psychologique, un effet mental sur l'état du patient, etc., qui va pouvoir également influencer son bien-être et son état de santé par la suite. Donc forcément ça va pouvoir également rentrer dans l'effet placebo. Hein. Et ici donc un troisième effet qu'il est important de citer également, ça va être l'effet, un véritable effet thérapeutique exercé donc par le produit soi-disant placebo que l'on teste dans une problématique donnée. Et donc ici un exemple qu'on peut donner, hein, c'est tout simplement l'exemple des articulations raides ou de l'arthrite ou de ce genre de choses. Hein. Lorsqu'il y a des analyses qui sont faites par les laboratoires pour étudier ce genre de problématiques articulaires, hein, eh bien ils vont faire comme pour tout le reste, c'est-à-dire qu'ils vont étudier leurs produits en comparaison avec un produit placebo, mais ça va être quoi ce produit placebo? Ça va être généralement de l'eau salée. Hein, voilà, ça va être de l'eau salée globalement qu'ils vont injecter par exemple proche de l'articulation raide, sauf qu'en fait cette eau salée, ça va également pouvoir avoir un effet thérapeutique réel sur l'articulation du patient. Et donc ici on va qualifier d'effet placebo, c'est-à-dire un effet qui est soi-disant qui est soi-disant dû à rien, sauf à la croyance du patient,
un véritable effet thérapeutique qui est dû à l'eau salée qu'on va injecter proche de l'articulation du patient. Donc ça, c'est un autre exemple. Donc voilà, après, on peut certainement en trouver d'autres, mais ici, j'ai dit, d'après moi, les principaux qui vont intervenir donc dans l'effet placebo. Alors maintenant, comment expliquer, donc, comment est-ce que moi, je peux expliquer personnellement que l'extrapolation de cette mémoire de l'eau ne fonctionne pas. Comment l'extrapolation absolue de cette mémoire de l'eau ne fonctionne pas dans la réalité, car je viens de montrer, d'après moi, que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc tout d'abord, ce que je peux dire, c'est que, d'après moi, cette mémoire de l'eau et la structure de l'eau qu'on va observer n'est pas quelque chose de puissant et de pérenne. C'est-à-dire que la structure qu'on va obtenir au niveau de l'eau et de sa structure, va être effectuée, donc, d'après ma théorie, grâce à des liaisons faibles. C'est-à-dire que la structure est malléable et n'est pas quelque chose d'impactante, si vous voulez. Ça ne va pas être quelque chose de puissant qui va contraindre, en quelque sorte, la matérialité. Ce n'est pas quelque chose qui va pouvoir modifier fortement la matérialité. Ça, c'est la première chose à prendre en compte. Et même si, en fait, on met de côté l'hypothèse que j'ai énoncée donc en début de vidéo, de toute façon, la mémoire de l'eau est quelque chose d'énergétique. Et qui veut dire énergétique, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de matériel, et donc que c'est quelque chose qui est volatile, quelque chose qui est instable par nature. Donc voilà, première explication. Ça m'emmène donc à mon deuxième point, qui sont que les conditions d'expérience, comme je l'ai dit, de l'équipe de Masaru Emoto, étaient strictes et excluaient le plus possible donc les perturbations extérieures, et c'est pourquoi ils ont réussi à observer ce genre de structure. Or, comme je l'ai dit donc précédemment, ce n'est pas le cas dans la majorité de notre vie de tout un chacun, et que les influences énergétiques dans notre vie sont multiples. Elles sont tout autour de nous, et certaines vont être donc beaucoup plus impactantes dans notre vie qu'une simple eau structurée, qu'une simple eau informée, en fait, concrètement. Le tout est en fait d'arranger également la structure de notre vie, la structure de nos relations, ce qui nous impacte directement dans notre vie et qui nous dérange, quelque chose que on le sent, que c'est pas bénéfique pour nous, en fait, concrètement. Donc voilà, ça c'est le deuxième point. Un troisième point que je peux dire, c'est un problème d'échelle, bien évidemment. C'est-à-dire que dans ces expériences, on a structuré l'eau, mais c'était des petits échantillons d'eau qu'on a structurés grâce à ces mots, etc., où ce sont des échantillons qui provenaient de sources, mais après pour l'influence qu'on a essayé d'observer grâce à l'influence humaine, ça s'est fait sur des petits échantillons, et il faut vraiment distinguer donc ces petits échantillons avec la volonté d'influencer tout le corps d'une personne dans son intégralité, toute sa vie, toute sa manière de vivre, etc., ses manières de faire, ses manières de penser, ses comportements, etc. C'est tout autre chose, en fait, concrètement. Je dirais également qu'il faut distinguer donc la structure qu'on va observer donc dans l'eau et l'effet thérapeutique recherché. C'est-à-dire qui est-ce qui a dit que parce qu'on consomme de l'eau structurée, c'est-à-dire en flocons de neige par exemple, comme ce qu'on a pu voir précédemment, qui est-ce qui dit que ça aurait forcément un effet thérapeutique positif, et quel effet thérapeutique ça pourrait avoir sur notre physiologie, sur notre corps dans son ensemble? On ne le sait pas en réalité, ça n'a pas été étudié. Voilà. Après, je ne dis pas que c'est faux, mais encore une fois, ça n'a pas été étudié. On ne sait pas quel impact en fait on recherche, quel impact en fait on souhaite obtenir grâce à ces différents mots, etc. Qu'est-ce que ça va, quelle influence ça va avoir sur le corps. Donc voilà. Et le dernier point ici que je veux aborder, ça va être que ces extrapolations négligent pour la plupart grandement l'impact de la matérialité, c'est-à-dire que ça va être promu généralement donc, par des personnes qui vont penser en fait tout simplement que l'énergie
domine la matière, globalement. C'est-à-dire que l'énergie va impacter plus fortement la matière que ce que la matière impacte l'énergie. Or, d'après moi, ça va dans les deux sens, concrètement. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas négliger l'un, mais on ne peut pas négliger l'autre non plus. C'est-à-dire que si vous essayez d'agir positivement, énergétiquement sur votre corps, mais que après matériellement vous ne faites pas ce qu'il faut pour changer votre vie ou pour modifier votre alimentation si vous voyez que ça ne va pas, etc., ou quoi que ce soit d'autre, eh bien en fait il n'y a rien qui va changer globalement. Il faut que les deux soient concomitants, il faut que les deux aillent ensemble. Donc voilà, c'est généralement des personnes qui misent tout sur l'énergie et qui délaissent la matérialité, alors que globalement, on ne peut pas forcément régler un problème physique dû à un problème qui est ancré depuis des années, avec juste une simple énergie positive. C'est ce que je veux dire ici. Donc voilà. Et pour finir donc cette vidéo, je voudrais dire que la thérapie par la mémoire de l'eau peut réellement avoir un effet, d'après moi, malgré tout ce que je viens de dire précédemment, comme quoi voilà, l'extrapolation abusive et absolue donc, de cette théorie de la mémoire de l'eau est d'après moi fausse, comme on l'entend généralement. Cependant, je pense qu'avec des techniques adaptées et spécifiques en fait, pour inscrire l'information dans l'eau, une information bien spécifique de certains éléments spécifiques, afin d'obtenir un élément recherché spécifique, peut être efficace dans certaines situations. Le tout est de réussir en fait à bien ancrer, si on peut dire, l'énergie dans l'eau. Le tout est de bien inscrire donc l'information dans l'eau de manière profonde pour que pour que ça ne bouge plus en fait, concrètement. Et le tout est également donc de réussir à conserver donc cette information dans l'eau. Et donc ici je vais donner deux exemples de techniques qui permettent justement cette transcription de l'information dans l'eau et l'utilisation thérapeutique globalement. Donc le premier c'est le cas de l'homéographie, donc ça c'est obtenu grâce à la biorésonance, c'est ce que je pratiquais donc auparavant et que j'ai arrêté pour le moment. Et donc dans l'homéographie, c'est donc grâce à une technique spéciale, donc grâce à une machine, que l'on va pouvoir inscrire particulièrement certaines informations dans l'eau. Donc ici, ça va être l'information de certains polluants, afin donc d'informer le corps de la présence de ces polluants à certains endroits, et afin que le corps puisse les éliminer par lui-même. Donc voilà, ça c'est le but de l'homéographie, c'est pour ça qu'on inscrit certaines informations dans l'eau. Voilà, c'est un but spécifique qui est d'éliminer les polluants qu'on a détectés dans le corps d'un individu particulier. Et le deuxième cas, ça va être le cas de l'homéopathie, bien évidemment, qui fonctionne grâce à un système de dilution successive de certaines substances thérapeutiques, afin d'en isoler l'information. C'est-à-dire qu'en fait, on va diluer un produit particulier, on va tellement le diluer qu'en fait, le produit ne va plus être présent. Il ne va plus que rester sa trace informative dans l'eau, sa trace d'information, sa mémoire. Et ici, grâce à l'homéopathie, tout le monde sait que plus le nombre de dilutions est élevé, et plus en fait le produit homéopathique va être puissant. C'est-à-dire que le nombre de dilutions va permettre d'augmenter la puissance du produit, c'est-à-dire d'augmenter en quelque sorte son ancrage, son inscription dans l'eau, et donc d'augmenter son effet sur le corps. Donc voilà. Pour les deux choses que je voulais dire par rapport aux thérapies qui peuvent être utiles et qui se servent donc de la mémoire de l'eau. Ici, j'aimerais conclure cette vidéo avec un petit bonus, si on peut dire ça, pour les personnes qui ont vu ma vidéo que j'ai faite sur l'information parasitaire, où je parlais donc des oxyures, donc notamment. Et donc dans cette vidéo, je faisais une petite démonstration vers la fin de la vidéo où je montrais comment est-ce que, grâce à la biorésonance, on pouvait déterminer
l'efficacité d'un produit thérapeutique. Donc ici c'était des huiles essentielles pour l'élimination d'une certaine information parasitaire. Donc ici j'ai essayé de détecter, de détecter qu'est-ce qui pourrait mener l'information parasitaire des oxyures dans du riz, donc grâce à des huiles essentielles, pour ceux qui s'en souviennent. Et ici donc l'ouverture un petit peu que je veux faire par rapport au sujet de la mémoire de l'eau, c'est tout simplement que au fil des mois, j'ai pu observer en réalité que tout ce que j'avais fait, c'était éliminer l'information des oxyures en fait, et que ça n'a pas du tout permis d'éliminer les oxyures, ce qui était le but recherché, comme je vous ai dit dans cette précédente vidéo. Généralement, on observe donc une corrélation entre l'information et entre l'élément matériel. C'est-à-dire ici les oxyures, généralement, voilà, on va dire que les oxyures, ça a une trace, une information particulière qu'on arrive à détecter grâce à la biorésonance, et que donc, si on arrive à trouver l'élément qui permet d'éliminer cette information, normalement, c'est l'élément qui permet de tuer les oxyures, indirectement, vous comprenez. Au fil du temps, en fait, on a remarqué, moi et mon frère, que ça n'avait pas fonctionné concrètement. C'est-à-dire qu'en fait, on a continué à consommer ce riz avec l'huile essentielle, etc. Mais on n'arrêtait pas encore de se faire contaminer par les oxyures de cette façon. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est d'éliminer l'information des oxyures qui se sont mis à avoir une autre information. Voilà, je ne peux pas l'expliquer encore une fois. Tout ce que je vous transmets ici, ce sont mes observations personnelles. Étant donné qu'en fait, on a continué à avoir des oxyures par la suite, mais que ensuite, lorsque j'ai essayé de me tester personnellement pour détecter ces oxyures donc dans mes intestins et dans tout mon tube digestif, et bien en fait, je n'arrivais plus à les entendre grâce à la biorésonance, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient littéralement changé de vibration. Voilà, je ne trouve pas d'autre explication ou d'autre manière de le dire. C'est-à-dire que ces oxyures étaient toujours présents, mais ils se sont mis à s'exprimer différemment. Ils se sont mis à avoir une autre vibration. Voilà, tout simplement. Donc voilà, pour la petite ouverture et pour la petite réflexion. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, qui a été relativement longue, je pense. Vous pouvez bien sûr la partager, l'aimer si vous l'avez aimé. Vous pouvez commenter si vous avez des choses à dire. Je serai ravi de lire vos commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée